grands ensembles et des problèmes que ça pose dans les années 60-70. Et puis donc une troisième entrée consacrée à ce secteur en plein essor qui est celui du tourisme, des loisirs, du sport, qui connaissent un développement considérable au cours des années 50, 60 et 70, qui est la période qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec donc la deuxième partie consacrée à la problématique de l'habitat collectif qui est ô combien importante dans ces années. Et d'entrée de jeu, bon, une image choc qui est tout à fait caractéristique de cette période, donc des photos de Sarcelles. Je pense que vous connaissez tous Sarcelles, banlieue nord de Paris, un des grands ensembles, c'est un peu l'archétype, en quelque sorte, du grand ensemble construit de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60, grosso modo, sur une dizaine d'années, et qui est donc tout à fait représentatif de cette politique d'aménagement des banlieues, non seulement de Paris, mais de toutes les grandes villes, mais même les petites villes aussi. Hein. C'est une problématique d'ensemble sur l'ensemble du territoire français que de fournir rapidement et à un prix raisonnable, en tout cas à contenu, des millions hein, de logements nécessaires à la population française, dont je vous ai dit la semaine dernière qu'elle était en forte croissance avec le baby-boom, et donc des besoins nouveaux pour loger ces familles, et puis surtout en plus le passif accumulé pendant des décennies qui fait qu'une bonne partie des Français vivent encore dans des conditions tout à fait, je dirais, indécentes, hein, pour un pays qui se veut quand même important et moderne à cette époque-là. Donc il y a encore des centaines de milliers de gens, de personnes qui vivent dans des conditions tout à fait déplorables, dans de véritables taudis, qui seront justement en grande partie détruits au cours de ces années-là pour reloger ces personnes dans des bâtiments nouveaux comme cela. Alors Sarcelles, donc 13 000 logements, bâtis en une douzaine d'années environ. Je crois que c'est le plus grand ensemble de la région parisienne, enfin un des plus grands en tout cas. Bon, comparable en quantité de logements, je dirais, il y a, vous avez entendu parler du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Voilà, je pense c'est à peu près de 15 000 logements, à peu près. Oui, bon. Mais disons que la région parisienne, la périphérie, la banlieue parisienne est constellée comme ça de dizaines et de dizaines de grands ensembles qui ont donc porté, qui sont la marque de fabrique, on pourrait dire, des années 60 en particulier. Alors, cette aventure des grands ensembles n'est pas tombée comme ça, comme par miracle, sur la France au cours des années 60. Il y a évidemment, comme toujours, des prémices. Ces prémices se situent avant-guerre, où dès les années 30, on a expérimenté, on pourrait dire, une formule de grand ensemble, et le plus connu de ces grands ensembles, il est connu, hélas, pour des funestes souvenirs, hein, la cité de la Muette à Drancy, qui avant de devenir, dans les années 42, 43, 44, un centre de transit où des milliers de juifs ont été enfermés avant d'être convoyés vers les camps de la mort en Allemagne et en Pologne, avant d'être ce camp de transit, la cité elle-même a d'abord été, comme son nom l'indique, une cité de logement collectif qui a été conçue précisément comme un grand ensemble. Je vais revenir sur la définition des mots. Alors voilà une vue aérienne, vous voyez, prise à l'époque de la construction, vous voyez, c'est le début des années 30, par le duo Eugène Baudouin et Marcel Lotz, qui est comment dire, un cabinet d'architecture d'envergure, hein. C'est vraiment des gens qui sont dans le courant moderniste, qui sont membres du SIAM, et qui donc ont proposé, pour la première fois en France, à cette échelle, un ensemble de logements collectifs inspirés à la fois des théories du courant moderniste qui vont se traduire dans la charte d'Athènes, hein, dont on a déjà parlé, ou bien dans l'urbanisme allemand du Bauhaus en particulier. Donc c'est là que vous voyez naître cet urbanisme des bars et des tours qui va caractériser les périphéries françaises après la guerre, donc à partir des années 50. Avec, deuxième point important,
des procédés de standardisation et d'industrialisation de la construction que Baudouin et Lotz vont expérimenter pour démontrer qu'il est possible de construire en grande quantité des logements à la fois modernes et bien équipés et d'un prix raisonnable. Voilà, c'était un peu le pari de la cité de la Muette de Drancy. Et alors, j'évoque le sort funeste de cette cité, il se trouve que finalement, cette formule de cité qui était vraiment très nouvelle, vous voyez, le paysage de la banlieue traditionnelle, hein, c'est un fouillis de pavillons, vous voyez, en désordre, c'est un peu ça la banlieue parisienne jusque-là. Donc ça tranche énormément et la population a souvent eu un peu de mal à venir y habiter, ce qui fait qu'à la veille de la guerre, cette cité était en grande partie inhabitée, au point qu'on y a logé des compagnies de gendarmes mobiles provisoirement, et qu'on a commencé à désaffecter certaines parties. Mais on a gardé ce fameux rectangle bordé de 3 ailes, et c'est dans ce rectangle funeste que vont être enfermés les Juifs raflés à Paris et ailleurs en France, en attendant leur expédition, si j'ose dire, par convoi vers l'Est. Donc c'est ça là, hein, qui a été la cité de transit, et aujourd'hui, si vous allez y faire un tour, c'est la banlieue nord-est de Paris, il y a aujourd'hui un wagon ici qui commémore le souvenir de cette période. Voilà. Alors, justement, pour y voir un petit peu plus clair, j'ai pensé qu'il serait utile d'explorer un petit peu ce vocabulaire qui est souvent employé comme ça, un petit peu à tort et à travers, sans qu'on sache très bien qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, le premier, le plus souvent employé, c'est le mot cité. Alors la cité, c'est un mot, c'est le mot le plus général, hein, c'est simplement, ça désigne, en France en tout cas, un ensemble de logements collectifs, la plupart du temps, mais pas seulement, donc un ensemble de logements collectifs d'inspiration sociale, c'est-à-dire financés ou pris en charge par des organismes de type HLM aujourd'hui, HBM avant-guerre, ou des municipalités, des offices municipaux qui avaient pour objet justement de financer la construction de logements collectifs. Donc il y a eu une floraison de cités un peu partout, dans les faubourgs même, des villes existantes, avant-guerre, je parle d'avant-guerre, hein, début du XXe siècle, et puis pour la période qui nous intéresse, en particulier dans les années post-guerre, des années 45 à 50, où il y a eu une première génération de cités de taille raisonnable. Exemple à Tarbes, vraiment de cette période-là, le Martinet ou bien Figarol. Vous voyez, ces petites cités avec des bâtiments raisonnables, de bonne qualité, bâtis souvent de bonne qualité, et qui parfois gardent les traces de régionalisme, hein, des toits d'ardoise, etc. Voilà, ça c'est la première génération de cités collectives à Tarbes par exemple. Et puis dans les années qui suivent, les besoins étant un peu plus élevés, on va passer à des cités un peu plus grandes, de quelques centaines de logements, de plusieurs centaines de logements. Exemple, Bel-Air. Vous voyez, Bel-Air, aujourd'hui accolé à Lormeaux, cette cité-là, qui part de la rue du 4 septembre vers le sud, a été construite à la fin des années 50, et c'est une deuxième génération de cités un peu plus importante que les premières. Voilà. Et puis donc, on en arrive, alors voilà, j'ai dit cités la plupart du temps collectif, mais parfois, il y a des cités constituées de maisons individuelles, qui sont souvent associées à une entreprise, ce sont souvent des cités ouvrières ou d'employés qui ont été financés par une entreprise particulière. Exemple à Tarbes, dans l'agglomération tarbaise, la cité Alstom à Séméac, ou bien la cité Morane à Juillan-Loeil. Comme leur nom l'indique, la construction est associée à une entreprise précise. Elles ont pour but, au départ, de loger une partie des employés de cette entreprise. Voilà. Pour la notion de cité qui est la plus large.
On appelle grand ensemble une cité qui dépasse à peu près 1000 logements. Et 1000 logements construits en même temps. C'est-à-dire, même s'il y a quelques tranches, en tout cas une période limitée dans le temps, hein, de quelques années. C'est ça qu'on va appeler un grand ensemble, dans le vocabulaire administratif français de l'époque. Donc, le grand ensemble à Tarbes, ben, c'est Lobadère. Lobadère correspond à cette définition, même si au départ, la cité Lobadère n'a pas 1000 logements, elle en a un peu moins. Mais si on agglomère, si on agglutine les cités autour, qui sont contiguës, hein, comme la cité Vidal, la cité Carrère, j'en oublie, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, ces petites cités qui sont adjacentes à la cité Lobadère proprement dite, en tout, on atteint et on dépasse 1000 logements. Donc, effectivement, on peut considérer que globalement, Tarbes Nord constitue un grand ensemble. Voilà, c'est ça le don. Et ces grands ensembles, plus la ville est importante, et souvent, et plus ces grands ensembles vont prendre de l'ampleur. D'où le cas de Sarcelles et d'autres, la banlieue lyonnaise aussi, et il y a d'énormes grands ensembles dans toute la banlieue est industrielle de Lyon, par exemple. Pensez également au quartier nord de Marseille, qui sont de cette époque-là. Donc ensuite, troisième notion, qui apparaît dans le vocabulaire administratif dans les années 60, oui, au début des années 60, c'est ça, ou 59, bon, enfin bref, à peu près là, c'est la ZUP. La ZUP, qui veut dire zone à urbaniser en priorité. Alors, une ZUP, c'est un territoire précis, délimité de façon administrative par donc l'administration en charge de la construction des logements, c'est-à-dire l'équipement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équipement, qui s'appelait à l'époque ministère de la reconstruction et du logement et de l'urbanisme par exemple. Donc ça se définit par un périmètre dans lequel l'autorité publique se donne les moyens d'accélérer les procédures d'acquisition foncière et de construction. Donc là où on prend des années d'habitude si on suit les procédures habituelles, à l'intérieur de la ZUP, sous l'autorité du préfet, qui est, n'oubliez pas, l'agent direct de l'État dans le département, sous l'autorité du préfet, des procédures accélérées sont mises en place de manière à pouvoir faire face à ces fameux besoins de logement qui vraiment sont urgents. Donc on va voir à peu près de 200 ZUP dans tout le pays qui vont être délimités et qui vont permettre de construire en une douzaine d'années environ, on estime, 2 200 000 logements. Tous, ou quasiment tous, sous l'égide des HLM, hein, d'offices de ce type-là, d'offices publics. Voilà. Donc, dans une ZUP, non seulement il y a des procédures administratives, mais en plus, le maître d'ouvrage, c'est l'État ou les sociétés comme HLM qui dépendent du financement de l'État, puisque vous savez que ces grands chantiers ont été alimentés par la collecte de l'épargne des Français, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Tout ça, c'est l'armature politico-administrative, hein, de la France, qui permet donc de faire face à ces besoins urgents dans ces années 60. À Tarbes, par exemple, le démarrage de Lobadère, c'est l'accueil des rapatriés d'Algérie. Il est obligé de les loger, donc on a la première tranche de Lobadère a servi à loger les rapatriés, puis ensuite d'autres populations. Enfin, donc, dernière notion, on abandonne les ZUP à la fin des années 60, en 69, il me semble, à peu près. Les ZUP sont abandonnés et à ce moment-là, ils font place à une autre formule, la ZAC. La ZAC, qui est plus souple, on va dire, que la ZUP, moins autoritaire, moins dirigiste, et qui permet aux communes d'intervenir plus directement dans la conception
et l'aménagement d'une zone qui est elle-même délimitée, précise, mais qui permet d'une part, je le répète donc, aux communes d'intervenir, et deuxièmement à des acteurs privés également d'avoir droit au chapitre. Alors, exemple type pour nous, c'est la ZAC de l'Ormeau, qui est précisément décidée dans les années 70 et qui donc permet à la fois de construire des logements, notamment par des sociétés d'économie mixte, comme la CEMI Tarbes, et de permettre donc à des entreprises privées de prendre pied sur ce périmètre, soit pour des services, soit pour des commerces. Exemple, si vous avez un peu la mémoire des lieux, il y a eu une galerie commerciale à Lormeau, qui a d'ailleurs été dessinée et construite par Edmond Lay, dans laquelle il y a encore aujourd'hui une pharmacie, mais il y avait à l'époque plusieurs commerces, dont des commerces de bouche en particulier. Donc c'était une galerie privée à l'intérieur d'un espace qui était la ZAC de l'Ormeau. De même que le centre Leclerc, l'exemple privé, une entreprise privée implantée à l'intérieur de la ZAC. Donc voilà ce que permet en gros une ZAC, une formule plus souple que la ZUP, qui était donc une formule dans l'urgence pour donner à l'État et aux administrations centrales le pouvoir de construire très vite. D'où donc la multiplication de ces grands ensembles qu'on a vu fleurir dans toutes les villes, y compris les petites villes. Parce que la France étant un État très centralisé, la même formule a été appliquée à la fois dans les très grandes agglomérations, mais en même temps dans les petites villes. Regardez Lourdes, une petite ville, il y a quand même pas des grands ensembles, mais enfin deux cités importantes, Lofite, sur ce qui était la nouvelle déviation, rocade de Lourdes à l'époque, qui a été construite à l'occasion du centenaire en 1958, et puis Landaré, la cité de Landaré sur la route de Soumoulou, après le stade municipal. Vous voyez, deux cités qui sont tout à fait typiques, mais qui montrent que même dans une petite ville touristique comme Lourdes, on a trouvé le moyen de concevoir des ensembles comme ça, qui semblent un petit peu hors d'échelle, un petit peu par rapport à la population locale. Mais voilà, ça c'est le génie français qui s'est exprimé là. Et donc, vous rappelez le topo que je vous ai fait un peu long, qui vous a peut-être paru un peu long, au tout début, lorsque j'ai parlé de l'apparition de cette nouvelle race, entre guillemets, d'administrateurs, les technocrates, qui vont peupler les ministères, notamment de l'équipement, et puis tous ces ingénieurs, polytechniques, ponts, mines, qui vont également peupler cette haute administration, et qui vont être les acteurs principaux, y compris donc des choix architecturaux. C'est eux qui vont dicter leurs lois dans l'aménagement de ces banlieues. Donc tout ça peut s'expliquer de façon très très claire. Le paysage dont nous avons hérité est le fruit de tout ce mouvement-là. Je ne veux pas trop m'attarder parce qu'il y a de quoi faire des topos entiers là-dessus, mais quand même ne pas oublier cet arrière-fond pour comprendre pourquoi, justement, certains architectes, malgré le carcan administratif, malgré la faiblesse des budgets, les budgets contraints la plupart du temps, vont essayer de tirer parti d'un peu de liberté qui leur est laissée pour essayer de proposer autre chose que l'alignement indéfini des barres et des tours qui est la norme habituelle. Donc je vais prendre quelques exemples dans ce topo-là, notamment je vais commencer par Émile Aillot, qu'un article que j'ai lu a qualifié de plasticien de la construction, donc je le reprends à mon compte, et il s'est fait connaître dans ces années 60 par deux cités dans le nord-est de Paris, dans la banlieue nord-est, l'une à Pantin et l'autre à Bobigny, et notamment la cité des Courtillères, qui a beaucoup frappé les esprits par cet immeuble en forme de serpent, on pourrait dire, qu'on appelle le Serpentin précisément, qui a beaucoup frappé les esprits et qui est vraiment en rupture avec les alignements octogonaux habituels. Qu'on devine d'ailleurs à côté. Là, vous voyez, il y a là un alignement de barres tout à fait classique, mais là donc à la fois
un serpentin et puis des tours aux formes diversifiées. Voilà un exemple de rupture, au moins dans l'urbanisation générale, dans la conception générale, par rapport à la norme habituelle. Il a fait ses premiers pas dans cette voie-là, à côté donc de Pantin, à Bobigny, où, vous voyez, de 56 à 60, il édifie la cité de l'Abreuvoir. 1600 logements, on est vraiment dans les grands ensembles, tout à fait typique. Et vous remarquez donc de nouveau cet immeuble qui sinue, voilà, qui sinue, agrémenté de tours, les unes de forme cylindrique, les autres en forme de tripode. Et vous remarquerez qu'au passage, ça s'inscrit un peu dans la voirie traditionnelle. Vous voyez que par exemple ici, il y avait une rue qui a été intégrée dans le bâti et que le fameux serpentin franchit, un peu comme à une époque, on rentrait à l'Aubadère également en passant sous un immeuble. Et on passe encore sous un immeuble au cours Eiffy, entre le cours Eiffy et... Alors donc, voilà, le premier galop d'essai. Ensuite, autre aspect important, une polychromie qui est introduite là où les grands ensembles, c'est avant tout des immeubles construits sous le même modèle avec des panneaux nus, souvent de couleurs tout à fait quelconques, je dirais sans couleur particulière. Émile Aillot, s'appuyant sur un plasticien qui s'appelle Fabio Rietti, propose des façades couvertes de carreaux de céramique de couleur qui donnent quand même à ces immeubles une autre allure que s'ils étaient nus et blanchâtres comme du béton, comme des panneaux de béton. Donc voilà, vous voyez, une tentative d'introduire de la variété, de la couleur dans une banlieue qui n'en propose guère jusque-là. Voilà le plan maintenant de cette cité des Courtilières à Pantin qui prend la suite de celle de Bobigny et qu'on peut qualifier de cité-parc, qui s'inspire un petit peu de l'idée des cités-jardins qui a été popularisée depuis la fin du 19e à la suite des expériences britanniques exportées sur le continent. Donc une cité-parc où il veut donc en quelque sorte noyer les bâtiments dans la verdure, dans la végétation, et ainsi offrir aux habitants des espaces verts dont ils ne disposent pas habituellement dans ces espaces de banlieue. Alors, vous remarquez que le serpentin est coupé en trois, par une voie ici de pénétration, il y a trois morceaux, comme si on avait coupé un ver de terre, là, vous voyez. Alors, ce choix du serpentin, il s'en explique, hein, ce n'est pas une coquetterie esthétique comme ça. Ce choix, c'est... il dit qu'il veut offrir à chacun des habitants un point de vue personnel, en quelque sorte, sur les espaces extérieurs, et ainsi que chacun puisse s'approprier son morceau de parc, de jardin, contrairement aux bars, vous voyez, rectilignes, hein, qui n'offrent guère de variété dans le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, au contraire, on peut concevoir des espaces presque privatifs, vous voyez, des bouts de jardin, des bouts de cours, qui sont propices à la vie sociale, et notamment, ils pensent aux enfants, bien sûr, aux jeunes gens, et puis aussi aux familles, hein, qui peuvent trouver là des lieux de promenade, de rencontres, autrement plus agréables que la procession le long de bars sur des centaines de mètres. Donc, voilà un petit peu son idée. Essayer de noyer ces constructions dans un ensemble de parcs et de jardins qui les rapproche de l'idée de la cité-jardin telle qu'elle a été imaginée depuis le 19e siècle. Et voilà une vue aérienne qui rend compte un petit peu de cet ensemble quelques années après sa construction, où l'on voit que la végétation a poussé, et au centre de l'espace, vous voyez ici, l'ensemble école maternelle, école primaire, qui est donc vraiment au centre même du dispositif.
Voilà une vue plus rapprochée de cet ensemble maternelle, école primaire. Et vous remarquez au passage l'utilisation qu'on a vue la semaine dernière des voiles de béton, comme ceux de Royan par exemple, un peu à la même époque, du marché de Royan par exemple. Et donc on voit là que Émile Aillot est tout à fait au courant un petit peu de l'architecture tropicaliste dont on a parlé dans une séance précédente, et qui donc il en propose une version ici tout à fait intéressante avec ces grands panneaux vitrés qui permettent à la lumière de rentrer à flot dans ces équipements scolaires. Et puis là encore, polychromie des façades avec le même Fabio Righetti qui propose donc des façades avec des couleurs tout à fait inattendues. Tout ça c'est des HLM, donc imaginez un peu la surprise de voir ces façades dans des grands ensembles de la banlieue parisienne. Donc côté extérieur, je crois que c'est le rose en haut, et côté intérieur c'est le bleu, me semble-t-il. Autre exemple, le même architecte, cette fois en Lorraine, où il va également construire une cité du même type, avec un peu les mêmes principes, la cité du Westberg à Forbach. Forbach, alors là c'est le bassin houiller de Lorraine, dont il a été architecte en chef depuis 1945. Donc pour ceux qui connaissent le bassin houiller de Lorraine, vous savez sans doute qu'il a été largement dévasté pendant la guerre, et que lorsque la France le récupère, il faut tout reconstruire. C'est le prolongement du bassin houiller de la Sarre, qui est en Allemagne. Donc c'est lui qui a reconstruit les puits de mines et les installations industrielles de ce bassin, comme à Merlebach, à Carlin. Vous avez entendu parler de la centrale de Saint-Avold, qu'on voulait remettre en service cet hiver. C'est lui, c'est notamment ces centrales thermiques qui ont été mises en service à ce moment-là, lorsqu'on a reconstruit les houillères de Lorraine, très modernes à l'époque, puisque à Merlebach, pendant pas mal de temps, on a détenu le record européen de rendement par mineur. Donc c'était vraiment des houillères vraiment de pointe, les houillères de Lorraine. Et aujourd'hui encore, si vous les visitez, si vous allez faire un tour par là, vous verrez que leur architecture est tout à fait intéressante, comme architecture moderne, industrielle moderne. Alors c'est donc au cœur du bassin houiller, à Forbach, qu'il est appelé à construire cette cité dont vous voyez les mêmes principes, abandon total des bars. Il y a toujours des tours, mais des tours de formes variées, mais à la place des bars, il propose des petits bâtiments de 4 étages qui sont articulés entre eux et qui évidemment rompent avec la monotonie et la rigidité des bars habituels. Voilà, noir et blanc, donc on voit le terrain encore nu, vous voyez, ça n'a pas encore beaucoup poussé, mais on voit bien, l'intérêt de la photo, c'est de bien voir la variété des espaces et des habitats, avec les tours, et puis vous le voyez, tous ces petits bâtiments de taille tout à fait humaine, vous voyez, de 4 étages à peine, qui abritent donc, j'imagine, sur 4 étages, il doit y avoir une douzaine de familles au maximum, vous voyez, donc c'est vraiment très raisonnable comme taille, et ça permet donc peut-être aussi une convivialité des habitants, qui est difficile à imaginer dans des bars de plusieurs centaines d'habitants, de centaines de logements. Alors voilà maintenant, sur une photo plus récente, à quoi ça ressemble. Vous voyez que là on retrouve, comme à Pantin, une cité-jardin, vous voyez, une cité-parc, avec ces bâtiments largement noyés dans la verdure. Voilà. Donc vous voyez que même dans le moule des HLM, avec des budgets du même type, on pouvait imaginer autre chose que des alignements systématiques de tours et de bars qui ont été la norme, hélas, dans notre pays. Ceci j'insiste un peu lourdement, mais c'est vrai qu'à budget constant, on peut faire autre chose. Donc il était possible de faire autre chose. Mais c'est plus facile pour l'administration de gérer des chantiers comme ça, industrialisés et uniformes, et on peut les confier très facilement à des groupements d'entreprises qui sont formés à ce moment-là, justement en bénéficiant de ces marchés assez juteux, il faut le dire, pour eux, et qui ont permis donc
qui leur ont permis de se constituer en tant que groupe. Donc c'est le point de départ quand même des grands groupes de BTP d'aujourd'hui, hein, les Vinci, les Bouygues, les Eiffage, les Spi Batignolles, vous voyez les panneaux partout sur les chantiers importants, ils ne sont pas nés il y a 10 ans. Hein. Leur racine historique, c'est ce moment-là. Et ils ont pu se constituer en grands groupes de bâtiments, précisément en bénéficiant notamment des commandes de grands ensembles, et également les grands chantiers d'équipement comme EDF, les barrages, les centrales, et plus tard le nucléaire, à partir des années 70, qui a été vraiment le grand chantier des années 70. Voilà quelques vues rapprochées de cet ensemble qui est désormais patrimoine du XXe siècle, donc, qui a été rénové également. On a recolorisé en restant fidèle au choix d'origine. Et vous voyez ces petits bâtiments articulés sur des rotules, on pourrait dire, hein, qui les relient entre eux, et qui abritent soit les circulations verticales, les escaliers, parce que là, il n'y a pas d'ascenseur. On est à 3 étages. En France, en dessous de 3 étages, il n'y a pas d'ascenseur, hein, surtout dans les HLM. Ou bien des buanderies, vous voyez, des locaux comme ça, annexes à l'appartement. Une partie de ces logements ont été réhabilités avec notamment des extensions sous forme de balcons qui permettent de donner un peu plus d'air, hein, à ces logements. Le même architecte a édifié aussi le fameux serpentin immense, hein, de la Grande Borne, qui est devenu quand même, qui a plutôt mauvaise réputation aujourd'hui. C'est vraiment un des ensembles à problème de la région parisienne. Hein. C'est dans le sud-est de Paris, dans l'Essonne, en direction de Corbeil, vous voyez, c'est sorti sud-est de Paris. Aujourd'hui, bon, celui-là c'est un serpentin à la puissance plus, et donc aujourd'hui il est devenu un lieu un peu craignos dans la milieu parisienne. Bon, en tout cas, je vous le cite comme un exemple, vous voyez, de ces formules qui essayaient de trouver des alternatives aux grands ensembles traditionnels. Et puis, pour clore sur Émile Aillaud, c'est lui aussi qui édifie ces fameuses tours dont on parle pas mal en ce moment, parce qu'il est question, certains voudraient les démolir, parce qu'on est tout près de la Défense, là. Nanterre, on n'est pas loin de la Défense, et donc ces tours qui ont été édifiées dans les années 70, qu'on appelle les tours nuages, parce que revêtues de carreaux de céramique qui évoquent effectivement les effets de nuages dans le ciel. Donc ces tours sont devenues un enjeu financier dans le remodelage de ces quartiers proches de la Défense. En tout cas, ils ont permis d'imaginer des appartements aux formes tout à fait inédites. On sort des appartements, vous voyez, des cages à lapins rectangulaires. Alors évidemment, le buffet Henri II a du mal à rentrer là-dedans, hein, bien sûr. Il faut imaginer un ameublement adapté. Bon, en tout cas, ce sont des formules inédites qui donc offrent au public la possibilité de vivre dans des espaces différents de l'espace orthonormé que d'habitude l'administration offre à ses administrés. Et nous passons à un deuxième architecte qui a également qui a fait un très beau travail, qui hélas a été emporté par la maladie à la cinquantaine, le malheureux, au début des années 80, mais qui donc dans sa courte carrière a marqué quand même l'esprit de la construction de logements collectifs dans la banlieue parisienne, car il a travaillé il travaille notamment, mais pas seulement, notamment dans la banlieue sud de Paris. Notamment, il a fait ses débuts avec un groupe de jeunes architectes qui sont nés après la guerre. C'est les baby boomers, 45-46, qui sont nés à ce moment-là, donc qui ont 20 et quelques années au cours des années 60, et qui font leurs études aux Beaux-Arts, etc. Ils sortent jeunes architectes et qui piaffent d'impatience
de créer des choses un peu innovantes. Donc il y a un petit groupe d'architectes, de jeunes architectes qui vont former l'école de Montrouge. Vous voyez, Montrouge, c'est la banlieue sud immédiate de Paris, et qui vont s'illustrer par des bâtiments tout à fait intéressants dans ces communes qui forment, ne l'oubliez pas, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais moins, mais à l'époque surtout, la fameuse ceinture rouge. Municipalité contrôlée par le PC principalement, du sud au nord, en gros, pas l'ouest, hein, l'ouest reste très très bourgeois, mais d'ici les Moulineaux, Montrouge, Ivry, on va voir Ivry, puis jusqu'au nord-est et Saint-Denis, c'était la ceinture rouge par excellence. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que les municipalités communistes de l'époque se veulent très progressistes, veulent faire de ces communes la vitrine du parti. Un peu comme en Italie, Bologne devient la ville où le PC italien va essayer de montrer ce que un parti communiste au pouvoir peut faire. De la même manière, donc ici, les municipalités communistes, n'oubliez pas que Georges Marchais, son bastion, c'était Ivry. Hein, donc on est au cœur vraiment de l'ossature du PC. Donc Jean Renaudy va être recruté par la ville d'Ivry pour rénover le centre-ville avec d'autres architectes, mais c'est lui qui va surtout marquer les esprits par un ensemble. Vous voyez la maquette à droite là, hein, ce qu'on appelle des structures, ce qu'on va appeler des structures proliférantes. Il propose justement un mariage du bâtiment collectif et des circulations inédits. Il va rompre avec l'opposition entre le logement et la rue en essayant de trouver un mixte, une synthèse qu'il va proposer donc au cœur de la ville d'Ivry. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ce qu'on a appelé les étoiles, qui donc ici chevauchent une des principales avenues du centre-ville d'Ivry, et qui sont constituées, vous le voyez, d'éléments géométriques en béton, souvent de forme triangulaire, ou en tout cas géométriques avec des angles aigus parfois, et qui sont agencés de telle manière à offrir une très grande variété de dispositions et d'expositions aussi, de dispositions intérieures et d'expositions à la lumière, au soleil et à l'air. Et qui donc rompent complètement, vous voyez autour, hein, justement des tours classiques, hein, qui ont été construites à peu près à la même époque, et qui donc n'auraient plus rien à voir avec ça. Et donc, vous voyez comment s'élabore au cœur de la ville un ensemble totalement inédit, avec donc des appartements, d'ailleurs souvent en duplex, hein, sur 2 niveaux, ce qui est aussi assez inédit à l'époque. On est toujours dans des HLM là. Hein. On est dans de l'habitat collectif de type public. Donc ce n'est pas des résidences privées. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant, pour montrer que les pouvoirs publics avaient les moyens de permettre à les architectes de concevoir des ensembles tout à fait différents, s'ils le voulaient. Alors voilà, ici, vous voyez comment peu à peu la végétation a gagné tout cet ensemble, et que tout ça est noyé comme des jardins extraordinaires, hein, qui partent à l'assaut de cet ensemble, qui non seulement est constitué de logements, mais aussi de services. Il y a des logements, mais il y a aussi des commerces, des services. Donc c'est pas simplement métro, boulot, dodo, hein, comme le sont les HLM de type Sarcelles, et qui se résument à des cités dortoirs. En gros, au départ, ce sont des cités dortoirs. Là, au contraire, on essaie d'introduire de la variété des activités sur place et d'éviter justement les déplacements inutiles dans la région parisienne. Voilà, plus en détail, vous voyez, ce qui est intéressant, il y a des circulations intérieures, comme ici, vous voyez, qui permettent donc de circuler à l'intérieur de cet ensemble, comme une espèce de pyramide, un petit peu, et où se mélangent à la fois les espaces publics. Il y a de grandes porosités entre les espaces publics
les circulations, les placettes et les espaces privés. Vous voyez par exemple sur ce plan, vous voyez, circulation en escalier, du haut vers le bas, des placettes, espaces publics, et puis là vous avez les espaces privés. Vous voyez comment un peu ça se mélange, et il y a donc ce pari d'essayer de créer des espaces de sociabilité également à l'intérieur de cet ensemble résidentiel. Voilà, ce sont des croquis faits par, c'est pas des plans précis, mais c'est des croquis faits par Jean Renaudy, des propositions, vous voyez, d'appartements, et vous voyez comment aucun n'est pareil au voisin. Donc chacun a un espace tout à fait personnel, avec des dispositifs tout à fait inattendus et qui donc ont un peu surpris, il faut le dire, hein, bien, mais qui ont été très vite adoptés par les habitants en question. Voilà un exemple d'intérieur, vous voyez, aujourd'hui, qui est proposé à la vente. J'ai pêché ça sur un site immobilier, hein, et vous voyez donc les ouvertures sur l'extérieur, l'escalier, donc ce sont des duplex avec une grande ouverture sur l'espace extérieur, et donc on devine qu'il peut y avoir une vie collective là assez facile à vivre. Le même Jean Renaudy est de nouveau sollicité pour aménager quelques années après une autre cité de ce type à Givors. Donc Givors, c'est au sud de Lyon, hein, à l'endroit où la vallée du Rhône, on entre dans le couloir qui mène vers Saint-Étienne. C'est l'articulation du sud de Lyon, je vais le dire, avec le couloir du Forez qui mène vers la ville de Saint-Étienne. Donc Givors est une ville qui a toujours été en position un peu comme ça de contrôle, hein, du passage, ce qui fait qu'il y avait un château qui se trouve ici, un château fort qui dominait la ville, et un vieux quartier médiéval, d'origine médiévale, qui à l'époque où nous sommes, dans les années 50-60, était devenu insalubre, et à l'époque, hein, on a beaucoup démoli, alors qu'aujourd'hui, on réfléchirait davantage à réhabiliter même des vieux quartiers qui semblent insalubres au départ, mais qu'on peut assainir. Mais à l'époque, il y a eu quand même une politique un peu de démolition systématique, un peu dans toutes les villes, hein. Et donc ça a été le cas à Givors. Et c'est à la place de ce vieux quartier que, vous le voyez, vous voyez le château fort ici, vous voyez la place de la mairie en bas, et entre les deux, donc à la place du vieux quartier, de nouveau un quartier comme ça, nouveau, conçu de la même manière que celui d'Ivry. Voilà une vue aérienne qui vous montre, vous voyez, l'agencement, hein, de ces surfaces tout à fait étonnant, où chacun finalement a un espace particulier, hein, tout à fait différent de celui du voisin. Et puis toujours pareil, on trouve ces circulations douces à l'intérieur de ces ensembles, propices à la rencontre, à la sociabilité générale. Et je termine ce topo par un petit tour du côté des villes nouvelles. Ces villes nouvelles qui fleurissent aussi, enfin il n'y en a pas à 36 000 quand même, mais disons que l'État français va décider, pour justement rompre avec la prolifération des grands ensembles en banlieue, va donc décider de créer de véritables villes, c'est-à-dire non pas des cités dortoirs, mais des villes avec toutes les fonctions urbaines, non seulement le logement, qui est primordial, mais aussi toutes les activités économiques et sociales qui vont avec. Donc, si possible, des industries, des universités, tout un tas d'équipements et de services qui vont habituellement avec une ville. C'est ça la question des villes nouvelles de la région parisienne, mais aussi d'autres régions. C'était l'expérience du Mirail, hein, ville nouvelle sur la rive gauche de la Garonne à Toulouse, ou bien Villeneuve d'Ascq à côté de Lille, ou bien Vitrolles au nord de Marseille. C'était l'idée de construire des villes authentiquement urbaines avec toutes les fonctions
et qui permettent donc d'être vraiment des pôles attractifs à l'intérieur des banlieues et pas simplement des zones de dortoirs liées simplement à des trajets de navette entre le centre et la périphérie. Donc voilà ici un quartier tout à fait étonnant qui a été construit dans la ville nouvelle d'Évry, le quartier des Pyramides, qui lui aussi, hélas, aujourd'hui, traîne une mauvaise réputation, mais on est donc, vous voyez, 1971, on est 50 ans après. Hein. Mais donc, au départ, on est dans un habitat expérimental. Vous vous rappelez d'Andro et Parra, la semaine dernière? Andro et Parra, c'est ceux qui ont construit la fac de Tolbiac, que je vous ai montré la semaine dernière. C'est les mêmes, donc, le même duo. Ils étaient chargés d'édifier cet ensemble de logements collectifs appelés les Pyramides. Avec, vous voyez là aussi les effets couleurs. Hein, on voit bien donc le travail de polychromie, mais surtout, vous voyez, la tentative de créer des espaces d'habitat variés en utilisant des sortes de modules constructifs qui vont permettre de combiner des formes. Alors ceci s'inscrit dans un mouvement qui est né quelques années auparavant. Si on voulait gratter un petit peu, on pourrait remonter jusqu'au Bauhaus et jusqu'à Le Corbusier des années 20, qui réfléchissent déjà à cette époque-là à des formes d'habitat collectif consistant à combiner des modules standardisés que l'on peut assembler de manière variée pour imaginer un habitat collectif. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir l'année prochaine parce que je pense à... Bon, je suis bien obligé de me projeter pour l'an prochain et donc j'imagine quelque chose autour de la création urbaine et l'idée de ville nouvelle dans l'histoire, donc j'y pense un peu à ça. Alors, revenons à nos moutons. Ça s'inscrit dans un mouvement qui s'est affirmé de façon spectaculaire quelques années auparavant à l'occasion de l'Expo universelle de Montréal de 67. On a vu Montréal la semaine dernière avec le stade olympique qui a été construit après. Ici donc, au bord du Saint-Laurent, l'architecte Moshe Safdie va proposer précisément, vous voyez, une forme d'habitat collectif tout à fait inédite avec la combinaison de modules plus ou moins standardisés. Vous voyez qu'il s'agit en gros de parallélépipèdes que l'on peut imaginer construits de façon industrielle et qui sont assemblés de manière apparemment aléatoire. Je dis apparemment aléatoire, mais enfin en tout cas de manière variée et précisément pour rompre avec la monotonie des barres et des tours habituelles. Alors voilà une vue d'ensemble de ce que ça donnait en bordure du Saint-Laurent. Vous voyez donc c'était tout à fait inédit et ça a suscité beaucoup de commentaires et de remarques à cette époque-là qui étaient fertiles. Les années 60, des années absolument extraordinaires au point de vue de l'imaginaire des architectes, parce que les matériaux nouveaux étaient à la disposition de l'architecture et de la construction, et donc on pouvait imaginer des structures bâties qui étaient difficiles à imaginer avant. De même qu'aujourd'hui d'ailleurs, les matériaux nouveaux d'aujourd'hui permettent d'imaginer des architectures absolument impossibles à réaliser avant. Alors là, on est à cette époque-là très fructueuse de ce point de vue. Alors voilà donc, on pourrait dire le modèle un peu antérieur qui va inspirer Andro et Parra et donc qui va produire ces pyramides d'Évry, comme vous voyez ici, photographiées avec ces agencements de volume qui permettent précisément à chacun d'avoir, vous voyez, un espace privatif, une terrasse plus ou moins végétalisée. Donc là aussi on rompt avec la monotonie et la nuit des bars habituels. Alors ici, donc, je vous ai mis une série de photos pour vous montrer les différentes formules qui sont construites. Ça c'est vraiment des photos d'origine des années 70. Voilà de plus près, vous voyez
ces agencements de terrasses et de logements, qui fait qu'on n'a pratiquement pas de vis-à-vis aussi, c'est important, dans la façon de s'approprier l'espace. Car un des problèmes qui va se poser justement dans ces habitats collectifs, c'est que non seulement ils ont été bâtis à la va-vite, mais souvent pas insonorisés. Donc de fait, la vie collective va devenir plus ou moins infernale dans ces ensembles, alors qu'il y a les moyens techniques de produire des bâtiments où chacun peut être chez soi sans être gêné par son entourage. Donc voilà des propositions qui vont un peu dans ce sens-là. Et puis, alors, autre ville nouvelle et autre architecte qui a fait beaucoup parler de lui à cette époque-là, cet architecte catalan Ricardo Bofill, qui est donc connu, surtout, je crois, de la plupart des Français, par le nouveau quartier de Montpellier, Antigone, hein, qui a été bon, un peu le grand signal du renouveau de Montpellier sous la houlette de son maire médiatique, Georges Frêche, aujourd'hui décédé, mais qui a été un peu le maître d'œuvre hein, de renouveau de Montpellier sur le plan urbain, en faisant appel à Ricardo Bofill pour les nouveaux quartiers. J'aurai l'occasion de vous en reparler, probablement. Mais là, aujourd'hui, on est à Noisy-le-Grand, c'est-à-dire une de ces villes nouvelles, à l'est de Paris. C'est le début de Marne-la-Vallée. Donc Noisy-le-Grand, vous continuez et vous arrivez à Marne-la-Vallée et à Euro Disney. Vous voyez, c'est cet ensemble-là. Donc, Ricardo Bofill a été donc, sollicité pour concevoir, c'est du HLM toujours, là on est toujours dans le logement social. Hein. Donc, c'est l'entrée de Noisy-le-Grand, et là, il conçoit donc ce qu'il appelle les espaces d'Abraxas, qui seraient d'inspiration néoclassique, hein, car le pari esthétique et architectural de Bofill, c'est de renouer avec la grande tradition de l'architecture à la française et de l'urbanisme à la française. L'urbanisme ordonné sur des axes avec des perspectives et des bâtiments donc qui n'hésitent pas à reprendre tout le vocabulaire du classicisme français et même antique presque on pourrait dire, puisque donc, il s'agit de reproduire des colonnes, des pilastres, des frontons, et tout ce vocabulaire, mais adapté à l'ère moderne, car tout ça est en béton et en préfabriqué. Donc le grand pari de Ricardo Bofill, c'est de montrer qu'on peut construire dans la tradition française avec les procédés de l'industrialisation moderne du XXe siècle. Alors on peut discuter de ces choix esthétiques et du résultat obtenu, mais en tout cas, c'est spectaculaire et c'est démonstratif en tout cas. Alors voilà le plan avec les trois parties, le Palacio, le palais, le théâtre et l'arche. Voilà le plan avec des appartements, vous voyez, également de formes, de plans variés, selon l'endroit où on se trouve. Alors voilà comment on y pénètre, notamment par cette grande entrée ici, monumentale, qui vous permet d'accéder au théâtre. Vous êtes à l'intérieur de l'ensemble avec... Ça c'est des appartements là, hein. C'est pas des batteries d'ascenseurs ou d'escaliers. Ça ce sont des appartements. Donc ça c'est le théâtre, avec une sorte de gradin, vous voyez, ici, et puis l'arche. Et vous voyez un chantier, sur cette photo de chantier, qu'il s'agit bien de préfabriquer de très grande dimension, qui a été conçu spécialement pour cet ensemble résidentiel. Voilà le Palacio, voilà l'arche. Vous voyez, on a vraiment l'impression qu'on a fait un grand arc de triomphe romain. Et alors voilà, bon, ça c'est la réalisation de Bofill. Et puis un peu plus loin, dans la même ville de Noisy-le-Grand, un autre architecte espagnol, Manuel Núñez Janowski, a quelques années après construit un ensemble tout à fait saisissant qui s'appelle les arènes de Picasso. Si vous avez l'occasion d'aller visiter cette partie de la banlieue parisienne, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est quand même spectaculaire, ça vaut vraiment le voyage hein, quand on est dans le coin.
Donc, les arènes de Picasso, avec ce disque tout à fait saisissant, et les arènes parce que l'ensemble, effectivement, adopte le plan d'un grand amphithéâtre, avec, vous voyez, des formes un peu presque néo-baroques, on pourrait dire. Voilà, et vous voyez très bien, justement, cette photo, comment cette façade est composée d'éléments préfabriqués, vous voyez, qui ont été assemblés à la grue. Et puis pour finir cette partie, on n'a pas quand même manqué de tirer notre révérence à notre ami Edmond Lay, qui donc propose dans le ciel tarbé, devant des tarbés parfois ébahis, cette résidence HLM de Navarre, qu'il a construit donc. Le maître d'ouvrage de l'ensemble, c'est le Nid Bigourdan, coopérative donc qui a produit le quartier de la Gespe à ce moment-là, qui est en construction, et qui donc se lance dans la construction d'un bâtiment collectif de type HLM, avec un budget qui au départ se voulait celui d'un HLM. Le budget sera dépassé, mais enfin, quand même, l'expérience est assez réussie, et je crois que la plupart des habitants de cette résidence, qui est désormais classée aussi au patrimoine du XXe siècle, s'en trouvent très satisfaits. Puisque là, dans tout ce Navarre, les logements sont des duplicités tout à fait inédits. Mais cette photo, simplement, pour attirer votre attention sur les effets plastiques recherchés par Edmond Lay, avec le jeu entre les circulations verticales, ici les batteries d'ascenseurs et d'escaliers, et les circulations horizontales avec les grandes coursives qui courent tout le long de la façade nord et qui sont la desserte des appartements. On rentre dans les appartements par le nord, ici, par ces grandes coursives qui viennent rythmer la façade en question, et puis ces grandes verrières, ici, sont les entrées de lumière sur la cuisine, qui se trouve au nord de chacun des appartements. Les appartements sont tous traversants. Ils ont une façade nord, où se trouve la cuisine et l'entrée, et une façade sud, avec une loggia. Mais aujourd'hui, je ne détaille pas ça, mais il y a des loggias sud, comme les loggias de Le Corbusier à Marseille, sur 2 niveaux. Donc, on pourrait dire que le Navarre, c'est la cité radieuse d'Edmond Lay. C'est construit un peu après, 64, quand il démarre ça, la cité radieuse. Lui qui a été étudiant en architecture quelque temps auparavant, ça fait partie des bases des connaissances d'un jeune architecte. Et tout près d'ici, là derrière, quand vous sortirez, vous irez jeter un coup d'œil au centre du lotissement à Rail-Dessous, de la résidence à Rail-Dessous, et vous verrez qu'il y a au milieu un petit collectif, un semi-collectif, de taille très modeste, mais qui reflète bien ce que je vous ai montré, comment vous voyez un bâtiment fragmenté, déconstruit, avec un souci de ménager à chacun des occupants un espace sans vis-à-vis qui permet d'expérimenter ce que Le Corbusier aurait appelé un immeuble villa. Chacun a comme une sorte de petite villa, jardin, à sa disposition, tout en étant dans un bâtiment collectif, avec un travail sur les formes, comme ici, vous voyez les entrées, tout à fait originales, qui montrent un souci dans le détail d'introduire des effets plastiques. L'architecte, c'est aussi un plasticien. Voilà, ce qui nous amène à la deuxième et dernière partie, consacrée donc au tourisme, sport et loisirs, qui sont en plein essor, donc dans ces mêmes années. Donc vous voyez ce qui vous attend, une partie consacrée aux piscines et aux stades nautiques, les nouvelles stations de tourisme, et pour conclure, si j'ai le temps, l'aventure des VVF, c'est-à-dire les villages vacances à billes, qui ont été producteurs d'une architecture novatrice dans ces mêmes années. Alors, piscine et stade nautique. Stade nautique de plein air. Alors là, je vais m'appuyer aussi sur des exemples locaux, parce qu'on a un patrimoine très riche. On a vraiment des exemples tout à fait intéressants.
localement, c'est pas la peine de les chercher aux quatre coins du pays, on les a sur place. À commencer par la Coustette, à Lourdes, vous voyez. Début des années 50, la ville de Lourdes se dote d'un équipement de grande qualité, la Coustette, qui est donc, si vous vous situez, c'est en dessous de la gare, vous voyez, entre la gare et le boulevard de la Paca, ce secteur de Lourdes, là. Donc, donc une pente qui donne vers le sud, justement, au soleil, qui est tournée vers le sud, vers les Pyrénées. Alors c'est un ensemble qui comprend bien sûr une piscine, mais aussi un bâtiment où il y a des services collectifs. Par exemple, il y a des salles de réunion, salles de jeu, salles pour les clubs. Donc c'est conçu, il y a aussi une salle de gymnastique ici, pour faire là derrière, une sorte de gymnase. Donc la piscine est au centre d'un petit complexe d'activités qui sont centrées sur le sport et les loisirs. Et pas strictement la piscine au sens précis du mot. Alors ici, la batterie de cabines pour les garçons, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, il y en a plus de 90, donc un bon équipement. Ici, vous voyez qu'il y a des gradins, donc c'est bien un stade nautique. Il y a là des compétitions auxquelles le public est invité à assister. Et les bassins sont conçus pour ça. C'est des bassins de compétition, même s'ils ne sont pas forcément olympiques, parce que, bon, olympique c'est 50 mètres, hein, bon, donc c'est souvent 25 mètres, mais quand même conçus pour la compétition. Soit de natation, soit de plongeon. Et là, j'attire votre attention sur ce fait que ces piscines s'accompagnent souvent de plongeons magnifiquement dessinés. Vraiment, c'est des petits bijoux d'architecture mineure, bien sûr, c'est pas grandiose, mais il faut être attentif aussi, dans ces mêmes années, au design, on pourrait dire, comme ça. Autre exemple qui me vient à l'esprit, à Séméac, derrière le centre Léo Lagrange, vous avez des poteaux de basket en béton qui sont finement dessinés et qui sont magnifiques. J'espère qu'on ne va pas les démolir. J'ai attiré l'attention là-dessus, mais bon, on n'est pas maître des choses. Alors voici, vous voyez, ce très beau tremplin de compétition avec une dalle de béton mince, légère, et puis son poteau porteur couvert de céramique bleue que voici de l'arrière, vous voyez, avec un profil quand même intéressant. Et puis, autre exemple, c'est désaffecté, hein, la Coustette. Bon. De même, ici à Pau, vous avez là, en contrebas, vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, le quartier. Bon, bref. C'est en regardant vers le Gave, hein, vous voyez, là, en dessous la terrasse supérieure de Pau. Donc il y a aussi un centre nautique complètement à l'abandon, vous voyez, mais qui est très grande dimension, avec son bassin, son plongeoir, voyez, tout l'équipement que je vous ai décrit précédemment. Donc vous voyez, c'est un modèle de stade nautique que l'on retrouve dans tout le pays et qui est caractéristique de ces années 50 où on veut rajeunir, enfin la population rajeunit et on veut que la France devienne un pays dynamique et donc le sport fait partie de ces préoccupations. Il faut équiper le pays qui est sous-équipé en matière sportive. Et les résultats aux Jeux Olympiques sont là pour le montrer. Hein. Les Jeux Olympiques des années 50, tout ça, pour la France, c'est des désastres. Donc, ça fait partie un peu de l'orgueil national que de retrouver son rang aussi à ce niveau-là. Et donc, on va essayer de fournir comme ça au pays des équipements dignes de ce nom. Et puis, un petit bijou, c'est la piscine municipale de Saint-Lary, qui mérite le détour. Hein. Elle est donc juste à côté du Gave, là, à gauche, vous avez le Gave qui coule là, ici. Et donc, on est tout près de la gare du téléphérique, hein, la première gare du téléphérique. C'est dans ce quartier de Saint-Lary. Donc, ici, vous voyez un petit bassin, très mignon, carrelé de bleu, le beau bâtiment de service avec les vestiaires, tout ça. Et puis surtout, regardez ce plongeoir, comment il est dessiné. Hein, c'est magnifique. Le voilà de profil. Vous voyez, bon, c'est un dynamisme extraordinaire. Donc voilà ce qu'on produit dans ces années 60, quand même, c'est quand même tout à fait intéressant comme architecture.
Autre type de... Alors là, après, on va commencer à produire des piscines couvertes, parce que on s'est aperçu qu'effectivement, les piscines ouvertes, ben, elles ne fonctionnent que l'été. Alors donc, on va concevoir à grande échelle des piscines fermées qui vont permettre d'être utilisées, notamment par les scolaires, pendant toute l'année scolaire, et puis après par le grand public, en été, tout ça. Donc à Lourdes, par exemple, vous voyez, dans les années 70, on construit une piscine de type dite Albatros. C'est-à-dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports lance une série de concours d'idées auprès des architectes pour concevoir différents types de modèles de piscines faciles à construire et qui donc pourront être multipliés à des centaines d'exemplaires et équiper le pays très rapidement. Donc, après les désastres des Jeux Olympiques dont je parlais, notamment en natation, alors là on est vraiment nuls, donc là on décide de faire un grand plan d'équipement de piscines pour que la jeunesse française sache enfin nager. Et donc à Lourdes on construit une piscine type Albatros, donc voilà les plans, l'élévation, le plan un peu en coupe, vous voyez, avec ces grandes fermes très intéressantes qui se multiplient à l'époque, en bois lamellé collé, qui est une nouveauté technique à l'époque, et beaucoup de bâtiments, de gymnases, de stades couverts, là où on joue au basket au Quai de la Dour, c'est pareil, c'est couvert par la couverture est soutenue par des osatures en lamellé collé. Voilà le bâtiment tel qu'il existait il y a encore quelques années. Vous voyez, élégant, simple mais élégant, qui pouvait s'ouvrir. En été, on tirait les verrières et puis on pouvait s'étaler sur la pelouse à côté. Voilà donc, vous voyez, les poutres porteuses dont l'intérêt est précisément de remplacer les poutres traditionnelles qui n'existent plus, qui sont hors de prix et qui sont de toute façon moins efficaces. Le lamellé collé permet déjà des portées de plus de 20 mètres, ce qui est vraiment très efficace pour couvrir des bâtiments comme ça, à bon compte, de façon très, dans des budgets, je veux dire, raisonnables. On peut avoir des bâtiments facilement fermés grâce à ce procédé. Donc ça, j'ai photographié avant la fermeture, parce que maintenant, à l'emplacement, il y a une nouvelle piscine. Ils ont trouvé que c'était un peu obsolète, et donc, il faut croire qu'ils ont de l'argent, et ils ont construit une nouvelle piscine, qui n'est pas mal, hein, qui est bien. Mais, bon, tant pis pour l'ancienne. Et puis, un modèle qui va se populariser, c'est les fameuses piscines tournesol, qui donc ont été conçues par l'architecte Bernard Schoeller, vous voyez son nom là, et nous en avons un bel exemplaire, en mauvais état, mais un bel exemplaire, dans son jus, à Lannemezan, 1973, vous voyez. Alors, le principe, c'est quoi? C'est une structure, une structure métallique qui est couverte par, comment dire, un matériau de type polyester, voilà, je cherchais le nom, avec des grands hublots qui permettent d'éclairer l'intérieur et qui s'ouvrent à la belle saison. Il y a une partie qui s'ouvre à 120 degrés, ce qui donne ceci, vous voyez, à Lannemezan. Donc, elle s'appelle tournesol, et voilà, parce qu'elle tourne avec, enfin, comme les tournesols, elle fait face au soleil. Et donc, l'été, on l'ouvre face au sud, face au soleil. Voilà ce que ça donne l'été. Donc, c'est un équipement peu onéreux, facile à monter, qui ne demande pas d'énormes fondations, et qui permet d'avoir des petits bassins de 25 mètres ou 20 mètres, qui sont donc tout à fait utiles pour les scolaires, justement, toute l'année, et pour le grand public, je disais, donc pour la belle saison. Alors voilà donc un équipement qui a fait florès et qui a été produit à des centaines d'exemplaires dans le pays. Vous en trouverez un peu partout. Et dans le département, ici, il y en avait deux, à Lannemezan et à Tarbes. Voici l'intérieur tel qu'il est, à ma connaissance encore aujourd'hui, s'il n'est pas démoli. Mais ça fait plusieurs années que je n'ai pas été voir sur place. C'est des photos que j'ai prises il y a pas mal d'années maintenant.
voyez que ça a été corrodé par l'eau, sans doute par les vapeurs d'eau chlorées. Et puis, voilà comment ça fonctionnait, vous voyez, l'articulation de ces différentes petites fermes métalliques. Et voilà l'entrée qui elle-même était joliment dessinée dans des matériaux nouveaux de l'époque, de type matière plastique nouvelle, avec des tubulures en aluminium. Mais j'ai tenu à vous montrer cette photo parce que c'est encore un exemple de la manière dont on méprise l'architecture des années 60 ou 70 et comment elle est souvent complètement défigurée par la position de différentes affiches dans n'importe quel sens. Vous voyez, c'est caricatural, mais c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire des entrées de bâtiments publics. C'est comme ça. Rentrer dans un lycée, souvent, c'est vraiment le capharnaüm. Il y a du papier partout, etc. Bon, mais là, c'est pareil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la montée, moi je trouve intéressant, enfin significatif, la montée des interdictions. Alors, vous avez... c'est interdit de fumer, Bermuda interdit. Enfin, vous faites le tour, c'est interdit, 36 000 choses sont interdites. Bon, c'est significatif d'une époque. Hein. On part des années 70 et on arrive aux années 2000. Il y a un bouquin intéressant, si vous tombez dessus, c'est un photographe américain qui s'est amusé, il y a une vingtaine d'années, à faire un reportage dans le pays qui s'appelle, je crois, No in the USA, ou un truc comme ça, No ou No in America. Il s'est amusé à photographier dans le pays tous les endroits ou tous les types d'endroits où il y a écrit no, no trespassing, no ceci. Et alors c'est fabuleux quoi. Le pays entier est couvert d'interdictions. Le pays de la liberté est couvert d'interdictions. C'est ce qu'il voulait démontrer. Bon, Raymond Depardon a fait un peu pareil dans certains de ses travaux. Alors voilà, cette piscine tournesol, et la voilà à Tarbes, ce qu'elle est devenue. Alors moi je trouve que, bien sûr, ils ont amélioré l'isolation, etc. Je le conçois. À l'intérieur, c'est nickel. Bon, mais ça n'a plus aucun charme, hein. Surtout à l'extérieur. Bon, à mon avis, c'est assez raté, quoi. Mais je vais vous montrer qu'il y en avait deux, quand même. Hein. Celle-là se trouve à côté du collège Paul-Éluard. Bon, les nouvelles stations de tourisme. Alors ça aussi, c'est important, hein, parce que ces années 60-70, ça a été vraiment l'explosion des grands aménagements touristiques, notamment sur les côtes et dans les montagnes. Donc les deux grands champs de construction, ça va être ça. Et notamment sur le fameux littoral de Languedoc-Roussillon, qui est aménagé à ce moment-là sous l'égide d'une mission spéciale, dont je vais vous parler un mot quand même, la mission Racine. Voilà des vues donc de la Grande Motte, qui est la station la plus réussie et la plus spectaculaire de la côte du Languedoc, entre le delta du Rhône et les Pyrénées-Orientales. Sur ce littoral du Languedoc-Roussillon, on va concevoir 5 unités touristiques nouvelles, s'appuyant ou non sur l'existant. Ici, là, on part de zéro. Il n'y a rien au départ. Il y a un cordon littoral, nu, battu par les vents et bouffé par les moustiques tout l'été, entre la lagune, derrière, la lagune ici, et la mer ici. Tout ça, c'est devant Montpellier que vous devinez au fond là. Vous voyez ? Bon, l'étang de Mauguio. Alors, on part de zéro et on confie donc, voilà une vue aérienne. Je dis, on part de zéro et voyez où on en est. Vous voyez, on est arrivé à ça, 50 ans après. On a une station, d'abord qui a gardé son originalité, avec ses pyramides et ses différentes architectures, et qui en même temps est aujourd'hui noyée dans la verdure, parce qu'on a planté systématiquement, à l'époque, des pins parasols, des essences méditerranéennes, etc. On a habillé tout ça, et aujourd'hui, on a une station tout à fait remarquable, qui est d'ailleurs aujourd'hui classée au patrimoine de l'architecture du XXe siècle, et qui fait qu'aujourd'hui, il est assez chic, quand on habite à la région de Montpellier, de venir habiter à la Grande Motte. C'est devenu à la mode d'acheter un appart à la Grande Motte plutôt que de se ruiner à Montpellier, et de faire la navette
entre la Grande Motte et Montpellier pour le boulot, notamment avec le tramway, puisque maintenant le tramway arrive à mi-chemin entre Montpellier et la Grande Motte. Donc vous pouvez très bien laisser votre voiture à l'entrée de Montpellier et finir en tramway. Tout ça pour dire qu'on revient de loin. Hein. Et dans les années 60, la France se rêvait américaine. Hein. Il y a un grand rêve américain, c'est le tropisme américain, ce qui est assez paradoxal dans la France gaullienne de l'époque, puisque vous savez que De Gaulle était plutôt en bisbille avec les gouvernements américains. Mais les Français avaient une attirance marquée pour le modèle américain et à chaque fois qu'on faisait un aménagement, on ne manquait pas de penser à quelque chose d'américain. Par exemple, parce qu'on a découvert du pétrole, du gaz au pied des Pyrénées, à Lac, c'était le Texas français. Vous voyez ce qu'il est devenu, le Texas français. Donc, quand on a commencé à parler de l'aménagement touristique du Languedoc, c'était la Nouvelle-Floride. Et en même temps, on a commencé à aménager un canal d'irrigation qui prenait les eaux du Rhône pour irriguer les terres du Languedoc et convertir le vignoble aux cultures fruitières et maraîchères. C'était la Nouvelle-Californie. La presse française vous bassinait avec ces modèles qui devaient favoriser la prospérité de ces régions. Alors, je me suis amusé quand même à vous montrer ce qui est apparu dans la presse à l'époque. Paris Match, qui vous propose sa vision du Languedoc-Roussillon. Alors, c'est intéressant quand même de lire. Alors, vous voyez donc ce littoral constellé de superbes stations blanches tout le long de la côte, là, depuis la Grande Motte ici, jusqu'au pied des Pyrénées ici, dans les Alberts, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, etc. Remarquez au passage qu'il y a un Concorde qui survole. On est à l'époque où le Concorde est dans les plans et commence à voler, à la fin des années 60. Et donc, je vais vous lire, parce que je pense que vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de s'intéresser à l'iconographie d'une époque, à la manière dont une époque se représente son futur. Vous remarquez qu'à côté de Narbonne, il y a une immense zone industrielle avec des cheminées qui fument. Vous les chercherez si vous passez du côté Narbonne. Donc là, ça devait être constellé d'usines. Et donc, les Américains devaient venir passer des vacances au Languedoc grâce au Concorde. Je lis, sur ces plages futuristes, 1,5 million d'estivants en 1975. Ainsi, dans 10 ans, donc c'est probablement en 1965 que ça a apparu, ça, apparaîtra à la côte du Languedoc, entre les Pyrénées et la Camargue, des stations nouvelles à l'architecture fantastique sont nées. Tout autour d'elles, des zones interdites à la construction maintiennent la pureté des sites et une vie animale intacte. Des ports ont été creusés pour 80 000 bateaux de plaisance, qui peuvent désormais choisir entre les vagues de la pleine mer et les plans d'eau aménagés de 17 étangs côtiers. Venus en Concorde de New York, on peut atterrir, je n'arrivais pas à lire, on peut atterrir sur le nouveau terrain international de Béziers. Vous le chercherez, le terrain international de Béziers. De Paris, un réseau d'autoroutes permet d'atteindre les grandes villes. Bon, ça s'est réalisé, également, peu à peu. Voilà, je veux dire, voyez un petit peu, c'était intéressant de voir comment les Français s'enthousiasment pour la modernité. Aujourd'hui, la modernité est critique. Mais à l'époque, la modernité n'est pas critique. Et on est en plein dans ce dynamisme-là. Et voilà d'où on part. Voilà, la mission Racine avec le départ du chantier, le port de plaisance de la Grande Motte. Alors, mission Racine, pourquoi dire un mot? Oui, je vois qu'on arrive vers la fin. Bon, alors, je vais être obligé de m'arrêter parce que j'ai un autre conférencier qui vient à 3h30, donc je vais lui laisser la place.
Elle porte le nom du grand technocrate Pierre Racine, qui a été nommé par De Gaulle à la tête de cette mission, qui est en fait la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, qu'on a appelé en abrégé Racine. Racine, c'est intéressant parce qu'il est un des fondateurs de l'ENA. Donc c'est par essence, je dirais, l'énarque type, le technocrate en chef, bon, à qui on confie cette mission. Donc c'est vraiment un bel exemple de la conception de l'aménagement du territoire qui a lieu à ce moment-là en France et qui va produire tout ça, tout cet équipement touristique notamment. Donc l'aménagement du territoire qui à l'époque donc est dirigé par la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, c'est ça que ça veut dire à la DATAR, et dont le président à l'époque est Olivier Guichard, grand baron du gaullisme historique. Bon, donc c'est ces hommes-là qui bâtissent ces aménagements. Et Racine donc est un de ces hommes clés de la technocratie à la française qui conçoivent et dirigent ces grands chantiers. Donc on part d'une sorte de tabula rasa et on va donc peu à peu faire pousser les pyramides qui vont caractériser le paysage de la Grande Motte. Photo en 67, c'est là que le général de Gaulle va venir faire une visite, comme il le fait pour tous les grands chantiers. Lui, il est pour la grandeur du pays et donc il va inaugurer le paquebot France, il va voir les chantiers nucléaires qui démarrent, etc., etc. Il fait le tour des grands chantiers de la France qui devient ou qui redevient à ses yeux une grande puissance. Et l'aménagement touristique est là pour affirmer une présence française et capter le flux de ces touristes allemands, français, qui jusque-là fuient sur la Costa Brava et l'Espagne, avec l'ouverture de l'Espagne. Donc il s'agit de capter ce flux. D'où donc le fait que on aménage en grand ces stations et que donc on peut considérer qu'au milieu des années 70, le gros de l'aménagement est terminé. On a rarement vu des aménagements d'une telle ampleur ficelés en aussi peu d'années. Ça a été vraiment une opération menée tambour battant, de manière à faire face aux échéances. J'attire votre attention pour terminer, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Bon, sur la forme de la grande pyramide voulue par Jean Balladur, j'ai oublié de citer Jean Balladur, l'architecte en chef, qui est le frère d'Édouard, le futur Premier ministre. Et donc, vous voyez, la forme qu'il a adoptée, à ses yeux, elle répond au pic Saint-Loup. Le pic Saint-Loup qui domine la campagne de Montpellier, derrière, vous voyez, ici. Et inversé, vous avez la forme du pic Saint-Loup. C'est lui qui l'a voulu comme ça. C'est vraiment comme une manière d'adresser un clin d'œil à l'arrière-pays montpelliérain. Et donc, c'est lui qui a conçu cette modénature magnifique qui fait aujourd'hui l'originalité de la station. J'ai mis en exergue une citation de lui qui montre comment il considère le béton comme une manière, une technique permettant d'inventer une nouvelle modénature. Voilà, donc quelques photos, mais je pense que vous connaissez la Grande Motte. Voilà la Grande Pyramide, de plus près, avec ses plans inclinés, spectaculaires. Et ces sculptures en béton, tout à fait singulières, devant, là, ici, qui ont été réalisées par un sculpteur et ami de Jean Balladur, qui s'appelle Albert Marché, que vous voyez, sorte de figure un peu maya, aztèque, un peu mystérieuse, qui jalonne donc la venue devant la Grande Pyramide. Et sur les jardins, des grands médaillons qui décorent les pelouses de cette résidence. Voilà. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon je vais déborder. Il me reste un morceau, donc je pense que ce serait dommage de s'en priver. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de finir vraiment, de boucler ça, et puis d'embrayer sur Jean Prouvé, que j'ai prévu de vous traiter, pour conclure cette partie du trimestre pour cette année. Donc, vers la semaine prochaine. Et merci de votre attention.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.